Oui, merci Madame la Présidente, merci la Vice-Présidente pour votre présentation. Je voulais, avant de débuter mon propos, évidemment, avoir une pensée à mon tour pour Nicolas Florian, qui était très attaché à cette thématique financière ici et qui était doté d'un amour quasi poétique pour les tableaux Excel. Et on pense à lui aujourd'hui. Je voudrais aussi, comme vous l'avez fait, Madame la Vice-Présidente, remercier les services qui se sont démenés pour faire et défaire tout un budget et saluer, ça vous ne l'avez pas fait, le travail des associations d'élus qui ont permis justement que la note soit moins forte que prévu. Oui, je vais le faire. Mais également les sénateurs qui ont permis d'alléger la note, puisque je rappelle que c'est aujourd'hui le budget proposé par le Sénat qui nous sert de base. Ces orientations, Madame la Présidente, mes chers collègues, sont assez peu détaillées et offrent un champ de vision réduit et assez flou pour les perspectives financières de Bordeaux Métropole. Si je devais le résumer en 3 points, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les vôtres, pas de vision, pas de projet et plus d'argent. C'est un ROB qui est seulement sur 3 ans au lieu des 4 habituellement, vous l'avez rappelé, qui ne porte uniquement que sur 3 budgets consolidés et empêche donc toute comparaison avec les travaux présentés en décembre dernier sur le budget ou l'Europe 2024, qui était, lui, plutôt basé sur le budget principal. Vous avez fait des hypothèses financières, vous avez rappelé évidemment leur caractère très précaire, mais je voudrais simplement regretter que vous n'ayez même pas cette année, pour la première fois, annexé le PPI à votre robe. J'ai d'ailleurs des souvenirs, quand vous étiez à l'époque pas au rôle qui est le vôtre, où vous nous reprochiez de ne pas mettre le PPI en copie des robes. Je note qu'aujourd'hui, c'est un petit peu facile. Je vais vous faire plaisir. Je vais citer une socialiste. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Selon donc Martine Aubry, eh bien ici, ce n'est pas forcément le cas. La situation est financièrement assez simple, mais elle est très préoccupante. On comprend bien que le budget 2025 n'est pas bouclé, que vous allez travailler dessus, et ça peut se comprendre, au regard des incertitudes, mais l'effort qui sera demandé aux collectivités locales face à la dégradation des finances publiques ne résulte pas du gouvernement, de ce gouvernement. Je voudrais juste vous rappeler que ça fait 40 ans qu'on n'a pas voté un budget en déséquilibre. Vous avez parlé de la CNRACL qui était excédentaire de 100 milliards d'euros sous François Mitterrand. Ça commence un peu à dater. Je voudrais saluer votre honnêteté d'avoir notamment montré les courbes de la DGF, puisque je voudrais rappeler que sous le seul quinquennat de François Hollande, c'est 40 millions d'euros par an qui ont été enlevés à Bordeaux Métropole, bien plus que ce qu'on a vu sur les 10 dernières années. Mais n'y a-t-il pas, quelque part, au nom de votre majorité verte, rose, rouge, d'utiliser ce contexte national pour masquer vos propres turpitudes financières? Ça ne disparaîtra pas d'ici la présentation du budget et encore moins du compte administratif qui s'annonce déjà, on le sait, catastrophique, avec une épargne nette annoncée en baisse de près de 44%. Ce ROB permet quand même quelques enseignements incontestables. La plupart des indicateurs financiers de la métropole, qui étaient à l'orange depuis quelques années et pour lesquels nous vous avons suffisamment alerté, passent délibérément dans le rouge, ce qui peut vous plaire politiquement. Ainsi, l'épargne brute, qui donc, vous le savez, retranche les recettes de fonctionnement aux dépenses, aura chuté de près de 40% sur votre mandat, principalement sous le dérapage incontrôlé des dépenses de fonctionnement, avec par exemple une hausse de 30% des dépenses de personnel sur la période. J'ai une pensée pour eux quand justement des postes ne sont pas pourvus, attendre 3 mois pour être pourvus, on a du mal à faire le lien entre vos orientations budgétaires et la situation remontée par les personnels, notamment par les représentants syndicaux. L'évolution, d'ailleurs, beaucoup plus contenue à partir de 2026, étant marquée par un doute légitime pour ce qui peut peut-être arriver 2026, et notamment des hausses d'impôts. Par ailleurs, l'explosion de notre dette au pire moment, quand les taux sont au plus haut, même s'ils se détendent un peu depuis quelques semaines, entraîne donc l'érosion de cette épargne brute. D'ailleurs, je voudrais regretter que nous n'ayons même pas dans ce ROB les hypothèses de taux que vous avez pris pour justement avoir ces éléments durables. Selon quelques informations, des services travailleraient aujourd'hui sur une taxe foncière métropolitaine. J'espère que vous nous donnerez la vérité, Madame la Présidente. Est-ce que vous prévoyez soit des coupes sombres, soit une hausse de la fiscalité? En tout cas, il n'est pas possible à partir de 2026 de tenir cette cadence. Nos finances aujourd'hui sont prises dans un cercle vicieux bien connu qui entraîne une détérioration exponentielle de la soutenabilité de la dette,
une capacité de désendettement, je veux quand même revenir dessus, de 11,3 ans à la fin du mandat et 14 années,1 en 2027. Je note d'ailleurs que la courbe d'alerte que vous aviez à 10 ans, il y a encore 2 ans, eh bien, a disparu de votre courbe. Il n'y a plus de courbe d'alerte et vous avez repoussé, je ne sais pas d'ailleurs comment, la fameuse courbe d'alerte de 12 ans qui est partout. C'est très loin des projections présentées en ces débuts de mandat et c'est incontestablement une zone de danger pour notre PCI avec un risque de mise sous tutelle de la préfecture. La principale conséquence, et oui, au-delà de 12 ans, on est mis en tutelle de la préfecture, ce sont les éléments. Ça sera quasiment de priver le prochain mandat. Je ne me suis pas permis de rigoler pendant votre exposé, permettez-moi juste de terminer le mien, de priver le prochain mandat de toute capacité à recourir à l'emprunt pour financer les futurs investissements. Et cette trajectoire est d'autant plus inquiétante pour l'avenir que nos investissements sont aujourd'hui financés par 2/3 par l'emprunt et que l'épargne nette serait quasiment nulle à l'horizon 2027. Ce mandat aura été marqué par un volume d'investissement important, surtout si on prend les retards pris à cause du Covid, avec presque 3,4 milliards d'euros sur les 3 budgets consolidés. Mais ce n'est pas le résultat d'un volontarisme forcené de votre majorité, mais la finalisation des projets qui avaient été lancés bien avant 2020. En matière de mobilité, on en a reparlé tout à l'heure, avec le classement peu glorieux de Bordeaux devant Paris. J'aurais juste, évidemment, j'ai appris 2 choses aujourd'hui. On m'a appris que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on faisait tomber la fièvre, mais aujourd'hui qu'il fallait remplacer le thermomètre par un baromètre de manière à la faire chuter. Je voudrais d'ailleurs remercier mon collègue maire de Bordeaux pour son assertion sur les boulevards. Il m'a rappelé mes meilleurs professeurs qui me disaient pour faire une phrase, il fallait faire sujet, verbe, complément. Et j'ai bien compris qu'il fallait faire sur les boulevards sujet, verbe et compliment. Et qu'il y a effectivement, je vous le rappelle, mes chers collègues, un élément que les Talancais n'avaient pas demandé, ni sur la mise à 2 fois une voie, ni sur le stationnement payant. Je voudrais juste revenir sur le chiffre que vous avez souvent rappelé, Madame la Présidente, de 3 milliards d'euros d'investissement sur ce mandat. Ça voudrait dire, si je prends vos 3 milliards d'euros sur le transport, qu'on n'aurait mis que 400 millions sur les autres politiques d'investissement. Quelle réalisation mettre à votre objectif? Un téléphérique, que d'aucuns appellent l'opération Jean-Claude Duss, des pistes cyclables qui sont pour l'instant plus un rêve, ou un service bateau que le monde entier nous envie. Ce mandat, vous l'avez compris, et c'est notre reproche, c'est avant tout du saupoudrage, des études coûteuses et des mobilités exclusivement douces, donc sur les courtes distances. Ces choix politiques et budgétaires sont le reflet d'une stratégie guidée par une idéologie consistant à faire évaporer la circulation automobile ou promouvoir l'utopique idée de la mobilité qui tue et qui condamne toute forme de mixité sociale. Ça s'est traduit aussi par l'abandon de projets majeurs comme les extensions de tram vers Saint-Médard-en-Jalles et Gradignan, qui avaient été pourtant votées de façon démocratique et dont aujourd'hui les prises de décision sont étonnamment basées au 2e semestre 2026. Face à ces défis, il faut faire des choix, comme l'ont fait d'autres PCI, et nous pensons nécessaire de nous recentrer sur les compétences premières, notamment sur les questions de mobilité, d'aménagement et d'attractivité économique et d'habitat. Il faudra aussi que notre métropole redevienne ce qu'elle était il y a peu, une métropole politique dans laquelle les maires et non les alliances politiques font des choix parfois difficiles et qui cessent de devenir ce monstre technocratique qu'elle est en train de devenir à nos yeux. Moins de comités, moins de groupes de travail théodules, moins d'études, moins de bureaux d'études, moins de bureaux d'études qui contrôlent les bureaux d'études, plus de concret et plus d'infrastructures lourdes pour se préparer au mur des mobilités. Je sais que vous parlerez forcément du métro pour régler vos comptes au sens budgétaire du terme, mais je vous rassure, il n'est pas prévu avant 2040. Je voudrais aussi regretter que vous ne nous éclairiez pas dans votre rapport budgétaire sur l'impact que pourrait avoir SBA. Je le rappelle que vos alliés ont demandé une mise en régie de SBA. On sait que les choix ne sont pas faits aujourd'hui. Elle représenterait, mes chers collègues, 5 millions d'euros par an budgétaires. Vous annoncez une hausse de 4% sur les associations. Je voudrais là-dessus, Madame la Présidente, vous alerter, puisque vous annoncez donc une hausse des chapitres de l'association, alors que certaines subventions et des associations nous ont déjà fait part d'arbitrage pris, alors que nous n'avons pas voté encore les subventions, sur une réduction de 5%. Ce qui veut dire que vous allez augmenter certaines subventions et en diminuer d'autres, alors qu'elles sont, vous le savez, touchées par les crises que nous conversons. Et je voudrais vous alerter notamment sur le fait que
vous auriez apparemment pris la décision, en tout cas c'est les mails que nous avons reçus des services, de baisser les subventions pourtant votées dans le cadre du CODEV, qui sont un contrat entre la métropole et les villes. Comment comptez-vous revenir là-dessus? Et je vous le dis ici, les communes ne signeront pas les avenants au CODEV si jamais des subventions sont touchées. Ces orientations budgétaires, elles sont effectivement tout à fait très inquiétantes. Je voudrais quand même vous rappeler que l'épargne brute aura chuté de près de 100 millions d'euros par an en 10 ans, que la dette, qui avait augmenté de 284 millions d'euros sur le précédent mandat, aura augmenté d'1,1 milliard d'euros sur ce mandat. Elle aura doublé sur ce mandat et 26% sur la seule année 2024. Et de vous rappeler que nous avions laissé en 2020 une métropole avec 3 années de désendettement. Elle sera, vous le savez, 14,1 ans. Je voudrais vous le dire que, Madame la Présidente, et alors que nous espérions faire face ensemble à ce contexte inédit, vous nous aviez proposé de travailler différemment face aux différents budgets. Ces orientations budgétaires, elles ne nous conviennent absolument pas. Il est encore temps d'infléchir certaines positions et de sortir du dogme de la décroissance et de l'éparpillement. Ces orientations budgétaires et ces chiffres sont une folie et nous mettent plus que jamais fragiles face à tout retournement de conjoncture et notamment économique. Notre métropole mérite mieux. Merci de votre attention.